Merci d'être venu à la conférence La Syrie et demain, donc avec Ziad Majed, politologue et spécialiste de la Syrie. Nous devions recevoir Basma Kodmani, qui est cofondatrice du Conseil national syrien et directrice de l'Arab Reform Initiative, qui malheureusement a dû s'excuser, elle ne pourra pas être là ce soir. Et c'est la même chose pour monsieur Bassel Karadou, qui est donc le chef de l'unité programme et politique stratégique au sein du programme onusien National Agenda for the Future of Syria, qui malheureusement est souffrant. Donc il ne peut pas être parmi nous non plus. Donc ce qu'on va vous proposer avec Ziad, moi je reste modératrice et on va discuter du futur de la Syrie sous beaucoup d'aspects, que ce soit militaire, politique, dossier droits de l'homme, reconstruction. On va peut-être un peu raccourcir le format, on fera une discussion d'1 heure et après ça sera ouvert aux questions. Alors moi aussi j'ai un problème, c'est que je dois partir en Irak pour le travail, donc j'ai un avion bientôt, et donc je dois m'absenter à 20h30. Mais vous serez peut-être seul avec Ziad pour les questions. Ziad reste aussi longtemps que vous voulez. Et de toute manière, ça sera vous avec lui, ça sera les questions uniquement pour Ziad. Donc, pour un peu poser le tableau de la Syrie et demain, de quoi on parle d'un conflit qui est maintenant entré dans sa 8e année, depuis mars 2018. C'est 7 ans de conflit. Les estimations sont entre 350 000 à 500 000 morts. C'est très difficile de donner des chiffres précis, mais c'est ce que les ONG estiment. On reviendra aussi sur les disparus, les prisonniers plus tard, et les chiffres, mais des dizaines de milliers de disparus et de morts en prison. On en est où aujourd'hui? On en est dans un conflit qui a beaucoup évolué, qui n'a cessé d'évoluer en termes d'acteurs sur le terrain. Donc, d'un régime qui avait une opposition, des manifestants qui réclamaient au départ des réformes. Ça s'est transformé en conflit armé avec la répression. Beaucoup d'acteurs, que ce soit locaux, régionaux et internationaux, mais on reviendra plus précisément sur cet état des lieux tel qu'il est aujourd'hui plutôt. Beaucoup d'acteurs se sont immiscés dans ce conflit, ce qui l'a certainement compliqué également. Et on voit bien depuis l'intervention russe aux côtés du régime du président Bachar el-Assad en octobre 2015 que le régime syrien reprend le dessus sur l'opposition politique et armée. Et on a vu récemment toute une série de zones reprises par le régime. Alors c'est allé, on a eu Alep, on avait eu Homs, Hama avant, on a en ce moment, on a eu la ceinture de Damas et toute la région de Damas, c'est ce qu'on appelle en tout cas la Syrie utile que le régime a sécurisée, mais il est sur le point maintenant de reprendre tout le sud syrien. Il a repris Deraa il y a quelques jours, qui était quand même l'étincelle de la révolution, là d'où la révolution était partie en mars 2011. Et on sait que le président Bachar el-Assad l'a dit récemment, il a aussi l'ambition de reprendre les territoires qui restent aux mains de l'opposition au nord, notamment Idlib. Donc on va revenir là-dessus. Justement, à partir de ce constat, de cette série de reconquêtes par le régime depuis octobre 2015, est-ce qu'on peut dire, Ziad Majed, qu'on est proche d'une victoire militaire, je dis bien militaire, du régime? C'est juste pour... Oui, bonsoir tout le monde et merci d'être venus si nombreux et nombreuses. Merci Hélène et merci pour tous ceux qui ont organisé Syria en effet, et cette conférence et toutes les autres conférences qui vont venir. Je vais essayer rapidement, avant de répondre directement à la question, de rappeler qu'on est
c'est l'été 2018, donc cela fait 7 ans, comme Hélène l'avait dit, que la révolution syrienne a commencé et puis elle s'est transformée en une guerre régionale puis internationale. À rappeler rapidement aussi que chaque été, depuis 2011, on a connu un changement dans la configuration de la situation en Syrie. Été 2011, la révolution qui a commencé d'une manière pacifique après 6 mois s'est militarisée. C'est militarisé parce qu'à la fois il y avait des soldats et des officiers qui faisaient défection de l'armée du régime en refusant de tirer sur les manifestants, mais elle s'est militarisée également parce que pour beaucoup de manifestants et de pacifistes syriens, les manifestations n'étaient plus possibles. Le régime avait occupé toutes les places dans le pays. Il y avait déjà des milliers de détenus, des milliers de morts, et certains ont considéré que la lutte armée peut les aider à tourner la page d'un régime qui gouverne la Syrie depuis 1970. C'est la deuxième république dans le monde qui est devenue monarchique dans un sens, après la Corée du Nord. Un père a donné le pouvoir à son fils en 2000, après qu'il a, pendant 30 ans, contrôlé le pays et commis des crimes contre une grande partie de la population. Donc, premier été, c'était la militarisation. Deuxième été, 2012, c'était des combats pour la première fois dans des centres urbains, Damas et Alep. Et c'était la première fois également que le régime utilise son armée de l'air. Été 2013, c'est l'attaque chimique commise dans la Ghouta de Damas. Commise dans la Ghouta, cette attaque chimique, il faut le dire aussi, était quelques mois après que le président américain Barack Obama, qui a toujours refusé d'intervenir en Syrie, avait émis une ligne rouge en considérant que seul l'usage de l'arme chimique est interdit dans le pays. Ce qui voulait dire que tout le reste peut être toléré, et c'est ce que le régime a très bien compris, de même que ses deux sponsors russes et iraniens. Il a quand même franchi la ligne rouge en utilisant l'arme chimique, et c'était pour lui une victoire, parce que premièrement, il n'a pas été sanctionné à partir de là, et deuxièmement, quand on utilise l'arme chimique et rien ne se passe, tout le monde se félicite après si on a recours aux autres armes, et donc les massacres peuvent continuer. Et cela a été testé à plusieurs reprises et ça a toujours donné une victoire au régime, contrairement à ceux qui disent « oui, mais quel est l'intérêt du régime à utiliser l'arme chimique ?» Il a tout l'intérêt, parce que ça terrorise la population, il n'y a pas de réaction internationale ferme, et ça relativise tous les autres crimes qu'il continue à commettre impunément. Troisième été 2014, ou quatrième été, pardon, 2014, c'est la montée en puissance d'un nouvel acteur qui va se projeter à partir de l'Irak vers la scène syrienne, c'est-à-dire Daesh, un acteur barbare qui va répondre à sa façon à la condition syrienne en s'imposant à l'est du pays et en donnant au régime un argument en or, comme quoi, soit moi, soit Daesh. Donc beaucoup en Occident vont dire « Ah, le régime c'est quand même mieux que Daesh, vaut mieux un dictateur, un criminel cravaté que des criminels barbus ». Il y a ce genre d'idées et de perceptions simplistes de la situation et non éthiques, parce qu'ils considèrent que seules en Syrie les options sont des barbaries. Ils oublient en faisant ce genre de formule tout le peuple syrien, toute la société syrienne, dans ses divergences, dans ses diversités et dans ses différences. Cinquième été, malgré le non-soutien occidental sérieux à l'opposition, malgré la grande mobilisation de l'allié du régime Assad, l'Iran, et l'envoi de combattants chiites de l'Irak, de l'Afghanistan, du Liban avec le Hezbollah, et l'aide économique, le régime était en train de perdre des zones qu'il contrôlait. Il était à près de 20% du territoire syrien, ce que certains appellent la Syrie utile, c'est-à-dire l'ouest du pays, là où il y a une concentration urbaine et une grande démographie, mais entre parenthèses, comme si cela voulait dire que le reste du pays et ses habitants sont inutiles. Hein. C'est aussi une terminologie assez curieuse. Donc, et je ne parle pas de Hélène Salon, je parle de l'usage évidemment de ce terme en général en Occident. Malgré cela, il ne contrôlait que 20%, d'où l'importance de l'intervention russe en Syrie pour sauver ce régime. L'intervention va commencer septembre 2015 et à partir de là, on rentre dans une nouvelle configuration. On n'est plus dans une régionalisation, c'est-à-dire avant l'opposition recevait de l'aide de deux acteurs, notamment l'Arabie Saoudite et le Qatar. Je le dis très rapidement, deux acteurs dont les régimes n'ont rien à voir avec la démocratie, avec l'émancipation des peuples, n'étaient pas concernés par la cause démocratique
des opposants et des militants syriens, mais ils ont leur agenda, c'est-à-dire faire face à l'Iran, l'Iran qui est en expansion dans la région, qui contrôle indirectement l'Irak et qui contrôle indirectement la Syrie, vu son alliance avec Assad, et qui a presque une hégémonie sur pas mal de zones au Liban, à travers son allié très fort, local, le Hezbollah. Donc l'Iran qui voulait, dans cette hégémonie dans la région, Iran, Irak, Syrie, Liban, ne pas perdre son allié syrien, avait déjà mobilisé, comme je l'avais dit, ses troupes. Et pour les Saoudiens, surtout, il fallait faire face à l'Iran, et peu importe quelle est la réalité de la cause syrienne. Puis il y a les Turcs inquiets d'une autonomie kurde qui commençait à apparaître, qui se sont également impliqués. Les Européens et les Américains soutenaient politiquement l'opposition, mais sans un engagement sérieux, ni à travers l'envoi d'armes sophistiquées, ni à travers la zone d'exclusion aérienne que la population syrienne civile, notamment réclamait pour que le bombardement du régime cesse, ni à partir de la ligne rouge qui a été émise et non respectée. Donc les Russes ont trouvé que dans toute cette condition-là, dans toutes ces circonstances, le mieux, c'était d'aller intervenir directement. À la fois, ils protègent un de leurs derniers alliés dans la région. Ça leur permet une présence importante à l'est de la Méditerranée. Ils montrent la suprématie de leur armée et ça les aide à vendre encore plus d'armes. Et ils se félicitent aujourd'hui à ce niveau-là. Et puis, ils sont de retour sur la scène internationale, après l'Ukraine, après la Géorgie. Ils veulent se montrer un acteur que l'Occident ne peut plus ignorer comme il a fait dans le passé, en Irak, en ex-Yougoslavie, etc. Les Syriens ont été piégés par toute cette évolution de leur révolution en conflit ou en guerre internationale. Et aujourd'hui, pour répondre directement à la question, le régime, grâce à l'aviation russe, grâce à des dizaines de milliers de ce que je qualifie de djihadistes chiites, c'est-à-dire le Hezbollah libanais, une dizaine de milices chiites irakiennes, les Hazara afghans, la brigade Zainabiyoun pakistanaise et la présence importante des Iraniens, il a réussi à récupérer une grande partie du pays. Il contrôle aujourd'hui près de 60% du territoire, le territoire le plus peuplé. Récemment, il a contrôlé la région de Daraa sur la frontière jordanienne. Mais la victoire reste celle des Russes et des Iraniens. Car sans les Russes et les Iraniens, donc sans une occupation étrangère du pays, le régime est toujours fragile, de même que les oppositions qui ont été extrêmement affaiblies. Et vu la fragmentation du territoire, il est extrêmement difficile aujourd'hui aussi de penser à une modification du rapport de force. Les Russes ont réussi à imposer le rapport de force qu'on voit aujourd'hui, et pour ce qui reste du territoire que Assad et ses troupes, avec l'aide iranienne, n'a pas récupéré, il y aura beaucoup plus, à mon avis, des bombardements sans incursion sur le territoire et des négociations, car ce qui reste, c'est la région de Idlib au nord. Dans cette région, il peut y avoir une invasion d'une partie, notamment la partie ouest et la partie sud-ouest, loin des positions turques dans la région, et là où les Russes peuvent justifier leur action militaire par la présence du front Al-Nusra, qui est un front djihadiste qui s'est imposé en Syrie, dans cette zone notamment. Mais pour l'ouest et le nord, l'est, le centre et le nord de Idlib, il est difficile de penser à une opération militaire importante, parce que d'un côté, il n'y a pas les ressources humaines du côté du régime suffisamment pour prendre une zone si large. Deuxièmement, il y a des millions maintenant là-bas, il y a plus de 2 millions, puisque une grande partie des gens qui ont été déportés d'autres régions se trouvent à Idlib. Ça va être une grande crise pour la Turquie pour gérer un afflux de réfugiés. Et il y a des dizaines de milliers de combattants également, dos au mur cette fois, puisqu'ils ne peuvent plus négocier une sortie vers d'autres zones. Donc il peut y avoir pour Idlib plus de négociations que d'opérations militaires sur le sol. Le nord d'Alep est toujours sous le contrôle de l'opposition aidée par l'armée turque. Donc cette zone-là aussi, c'est des négociations russo-turques qui peuvent décider de comment les choses vont se développer là-bas. Et il y a l'est du pays, à peu près 25% du territoire quand même, qui est contrôlé par les milices kurdes. Les zones que contrôlent les milices kurdes ne sont pas des zones où toute la population est kurde. Il y a des zones qui sont majoritairement arabes. Et il y a une présence des forces spéciales américaines dans ces zones-là, qui avaient aidé les Kurdes à combattre Daesh et donc à chasser Daesh de Raqqa et de Deir ez-Zor. Encore une fois, pour ces zones-là, le régime ne peut pas les récupérer militairement.
ça va être des négociations entre Américains, Russes et Turcs pour décider du sort de ces zones-là. Récemment, il y a eu des pourparlers entre les milices kurdes, leurs représentants, et le régime, pour différentes raisons. Mais cela n'a pas abouti encore parce que les Kurdes veulent une autonomie, ce qui est loin de ce que veut Damas et la mentalité bassiste de la capitale, du régime, qui ne souhaite pas voir un système fédéral ni décentralisé où les Kurdes peuvent s'imposer et être des rivaux ou avoir leur autonomie, disons, dans cette zone-là. Donc, pour le moment, le pays est fragmenté. Il est occupé par les Russes et les Iraniens du côté du régime. Il y a une occupation turque dans le nord, et puis il y a une présence, voire on peut la qualifier également d'occupation américaine, même si elle est symbolique vu les chiffres des soldats qui sont du côté des milices kurdes à l'est du pays. Donc c'est un territoire fragmenté avec tous les acteurs de la région. Et peut-être on va y revenir, il y a aussi un acteur que je n'ai pas évoqué, qui est Israël, qui l'a annoncé maintenant et à plusieurs reprises, et publiquement et officiellement, qu'elle n'a pas de problème à ce que Assad reste au pouvoir. Évidemment, elle n'a pas de problème à ce que le pays soit fragmenté tant qu'il est sous contrôle et hégémonie russe, mais elle a un problème avec la présence de Hezbollah et de l'Iran. Donc il peut y avoir des négociations autour des lignes de démarcation, autour des lignes que les Iraniens et Hezbollah ne doivent pas franchir. Et il peut y avoir avec le temps, pas pour le futur, je ne sais pas si c'est moi ou si c'est notre ami, camarade là-bas, il peut y avoir des négociations par rapport au rôle iranien. Et évidemment, Téhéran ne va pas se laisser faire. C'est une illusion de penser que la Russie peut demander aux Iraniens de partir et qu'ils vont partir. Loin de là, ils sont en position de force sur le territoire et ils vont refuser tout cela. Après cette visite un peu panoramique et rapide, comme il a été dit, on est quand même dans un pays de 23 millions de personnes. Sur ces 23 millions, il y a aujourd'hui près de 13 millions qui ne vivent pas chez eux, qui sont soit déplacés à l'intérieur du pays, soit réfugiés à l'extérieur. Il y a à peu près 7 millions de déplacés internes, 6 millions de réfugiés à l'extérieur, donc plus de 50% de la population syrienne a été forcée, sous le bombardement, sous les massacres, et par volonté de survivre évidemment, de quitter son domicile. Plus il y a 300 000 morts civils, ce sont des chiffres, des estimations, on n'a pas encore des chiffres exacts, mais pardon ? Non, on parle de 300 000 morts civils, autres que plus de 200 000 morts parmi les combattants des deux camps. Donc on est aussi à près d'un demi-million de morts et des dizaines de milliers de détenus et de disparus. Peut-être on reviendra sur cette question parce qu'elle est aujourd'hui, elle a été toujours pour les familles concernées, une question d'actualité brûlante et extrêmement triste. Oui, je comptais reprendre un peu tous ces aspects-là et on va préciser certains points, approfondir. Déjà, moi, sur cette question militaire et notamment d'Idlib, je rencontrais récemment des opposants qui ont toujours l'espoir que finalement la Turquie reste dans cette zone qu'elle occupe avec ses alliés locaux, où sont réfugiés beaucoup de gens, notamment de la Ghouta, du sud, de Deraa, des Rézor, des gens qui ne veulent pas vivre sous le régime Assad, qui craignent des représailles et qui ont l'espoir qu'il y ait une certaine autonomie qui s'instaure dans cette zone et que ça reste une zone où il y aurait encore les comités de coordination locaux. Est-ce que c'est un vœu pieux de leur part ? Oui, c'est-à-dire... évidemment, ceux qui peuvent décider de comment les choses vont évoluer à Idlib ne sont pas les Syriens. Et quand on dit pas les Syriens, pas même le régime. C'est-à-dire, il ne faut pas considérer que le régime est en mesure de décider quoi que ce soit en Syrie. C'est les Russes et les Iraniens qui gèrent d'un côté. Les Turcs
de l'autre. Sous Obama, les Américains avaient déjà commencé leur retrait de la région, et avec Trump, ça se confirme encore plus, même si le monsieur est tellement imprévisible et dit la chose et son contraire en 24 heures, mais il n'y a pas un engagement américain et occidental clair en Syrie. Donc les trois États qui gèrent aujourd'hui sont les trois États qui ont leurs armées présentes sur le territoire. Comme j'ai dit, les troupes américaines sont peu nombreuses et sont à l'est et avec les milices kurdes, tandis que les Russes contrôlent l'espace aérien et eux, ils ont deux grandes bases militaires dans le pays, sur le littoral, sur la côte et Ahmeyim. Puis les Iraniens avec une nébuleuse d'organisations de milices chiites de toute la région, donc non syriennes, qui sont présentes et peuvent décider du sort de la région de Idlib. Pour beaucoup de Syriens qui vivent à Idlib, et le rappel que Hélène vient de faire et que j'ai oublié de mentionner, c'est que dans toutes les régions que le régime a récupérées avec l'aide iranienne et russe les 2 dernières années, la majorité de la population a été déportée vers Idlib et vers d'autres zones qui échappent toujours au contrôle du régime et de ses alliés. Soit ils ont été déportés, forcés de partir et mis dans des bus vers, c'est devenu une métaphore en Syrie, la déportation de ces populations-là, soit ils ont quitté parce qu'ils ont peur de rester sous le contrôle du régime. Et cela ne veut pas dire que les autres régions que contrôle le régime, les gens là-bas sont tranquilles et n'ont pas peur, ou bien qu'ils sont pro-régime. Loin de là. Il y a des gens qui sont certainement avec le régime dans ces zones-là, mais il y a beaucoup d'opposants aussi, et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas nécessairement dans un clivage politique ou qui ne se positionnent pas d'une manière claire, sauf qu'ils vivent dans les zones que contrôle le régime, tout simplement parce que ce sont des zones qui ne sont pas bombardées. Il n'y a pas de raids aériens qui détruisent les bâtiments et ravagent les villes là-bas. Ils ne sont pas gazés, ils ne sont pas affamés, ils ne sont pas assiégés. Donc ils vivent dans les zones que contrôle le régime, parce qu'il y a aussi de l'électricité, il y a une infrastructure, il y a des conditions de vie incomparables aux désastres que vivent les zones que le régime et ses alliés bombardent d'une manière quotidienne et qui ont été affamés et assiégés pendant très longtemps. Donc à Idlib aujourd'hui, il y a une forte concentration de déplacés internes, en plus de ceux qui sont restés dans le gouvernorat dans le nord du pays. Donc on parle de plus de 2 millions. À cela s'ajoute à peu près 1 million dans la région d'Alep que contrôlent les Turcs et l'opposition, en plus des zones que contrôlent les Kurdes où il y a aussi peut-être 2 millions. Ce sont des estimations encore une fois. Donc beaucoup d'infrastructures sociales s'est développée dans la région de Idlib, du côté de l'opposition, avec des comités élus, avec des services, même s'ils fonctionnent au minimum, avec une présence politique et pas seulement militaire de l'opposition. Leur souhait, c'est qu'il n'y ait pas un accord, ou bien un non-accord, un désaccord, qui permettrait aux Russes et aux Iraniens de pousser le régime, qui n'attend que ça, vers une nouvelle campagne militaire dans la région. Le régime seul ne peut rien faire. Mais avec les Russes et les Iraniens, évidemment que c'est possible et qu'il peut y avoir des bombardements qui détruisent une bonne partie de la région pour pousser les opposants et la Turquie à des négociations, voire à une sorte d'accord permettant au régime de récupérer, de revenir dans cette zone. Il peut y avoir plusieurs formes d'ailleurs, et les Russes proposent une police militaire russe, ils proposent à certaines formations de l'opposition de se transformer en policiers locaux à condition que l'administration d'Assad revienne dans la région, comme ce fut le cas à Daraa par exemple, ou dans certaines localités du sud. Les Russes essayent maintenant de proposer plusieurs projets. Ils essayent également de parler d'un retour des réfugiés en Syrie. Tout cela pour faire un chantage avec les Européens. Et puisqu'en Europe, tellement de gouvernements sont effrayés par les réfugiés qui arrivent et par le déplacement de populations qu'ils évoquent pour effrayer les gens, ils veulent que les Européens payent pour la reconstruction. Et donc, ils veulent que l'Europe soit active dans la reconstruction de la Syrie, qui consoliderait leur allié Assad et qui leur donne une hégémonie politique totale. Donc, l'Europe paye, les Russes contrôle, Assad reste en place et après il va y avoir une négociation avec l'Iran sur comment trouver une solution pour ne pas avoir les Israéliens dans le jeu. Donc tout cela ne veut pas dire qu'il y a une solution politique, ne veut pas dire que les souhaits de trouver des compromis peuvent être réalisés bientôt. Beaucoup de paramètres peuvent évoluer.
sans changer le rapport de force, mais sans non plus donner un aval ou accepter ce que les Russes veulent imposer. L'importance aujourd'hui, c'est ça, c'est une opinion publique européenne qui pèse sur les gouvernements pour qu'ils n'acceptent pas une reconstruction sans transition politique et sans fin à l'impunité, car sinon, ça serait juste une consolidation du régime en place, qui, il faut le rappeler, a déjà fait plusieurs législations depuis quelques années et depuis quelques mois, une nouvelle loi, la loi numéro 10, qui ressemble à certaines lois israéliennes dans le passé, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas là, ils ont des délais. S'ils ne prouvent pas leur propriété de leurs biens peuvent être confisqués par l'État. Confisqués pour des fins de reconstruction comme ils le prétendent, mais c'est un vol organisé du bien des Syriens parce que la quasi-totalité des réfugiés ne peuvent pas aller prouver leur propriété. Beaucoup de déplacés internes ne peuvent pas le faire. Si on rentre dans les détails, dans un système patriarcal, il n'y a que les hommes qui ont c'est en leur nom les propriétés souvent. Beaucoup de veuves, beaucoup d'orphelins ne peuvent rien prouver non plus. Donc c'est une loi qui va permettre au régime, si elle est bien appliquée et s'il n'y a pas une pression internationale importante, de confisquer les biens de tous ceux qui ont été déportés de plusieurs zones et plusieurs régions en Syrie, notamment autour de la capitale Damas ou bien autour de la frontière libanaise qui est un enjeu stratégique dans ce conflit. Alors vous évoquiez la solution politique et justement on a eu depuis 2012 plusieurs rounds de négociations à Genève entre le régime et l'opposition qui ne sont jamais allés très loin. On n'est jamais parvenu à un document commun ou une entente sur certains points. On voit bien que le régime a misé sur la victoire militaire pour imposer sa solution politique. Et c'est avec un certain succès, parce que l'opposition maintenant, et ça va être un peu ma question, quelle possibilité l'opposition a-t-elle encore aujourd'hui de peser sur de futures négociations, dont on voit bien que le centre de gravité s'est déplacé même côté russe, iranien, turc, avec des rencontres qui maintenant ont plutôt lieu à Sotchi, que l'ONU essaye difficilement de ramener à Genève, mais l'ONU va elle-même maintenant assister à celle de Sotchi. Donc, quelle marge de manœuvre il reste pour l'opposition pour négocier une solution politique avec le régime? Alors tout à fait, je pense que la Syrie aujourd'hui révèle, au-delà du territoire syrien et de la question syrienne, révèle la fin d'un certain ordre ou d'une certaine phase dans notre monde. Le Conseil de sécurité ne fonctionne plus. C'est vrai qu'avant, les États-Unis utilisaient régulièrement le veto pour protéger l'occupation israélienne. Aujourd'hui, c'est les Russes qui utilisent souvent le veto pour protéger le régime syrien. Donc le Conseil de sécurité il est tout le temps paralysé et bloqué. Mais même au-delà du Conseil de sécurité, on n'est plus dans un monde où on évoque le droit international, on n'est plus dans un monde où on parle des conventions de Genève, on n'est plus dans un monde où les droits de l'homme restent des concepts universels. On entend de plus en plus des gens qui parlent de réalisme, donc de normalisation avec le plus fort, avec celui qui tue le plus dans un sens. On entend des arguments sur la nécessité de faire avec les Russes parce que finalement ils ont gagné en Syrie. Et tout cela les encourage encore plus dans leur politique d'imposer par la force et contrairement au droit international, tout ce qu'ils veulent. On peut dire que souvent il y a été question dans les relations internationales de la loi du plus fort, mais jamais il y a eu autant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité documentés avec une arrogance et avec une insolence et avec un mépris des opinions publiques ou bien de tout ce qui est juridique et tout ce qui est droit international. Donc ça va au-delà du Conseil de sécurité vers toutes les instances des Nations Unies. Et les Nations Unies, c'est un fiasco par rapport à la Syrie. Non seulement il y a un émissaire qui ne fait rien, autre que toucher un salaire depuis des années maintenant avec une grande équipe autour de lui qui ne fait rien non plus, mais en plus il y a des réunions, il y a parfois une aide humanitaire qui se distribue à travers le régime syrien de Damas, donc le même régime qui tue et qui torture et qui bombarde. On lui accorde les aides pour les distribuer. C'est un problème sur tous les niveaux. Il y a un processus de négociation que les Nations Unies avaient lancé juin 2012,
qu'on appelle le processus de Genève, et qui stipulait dès sa première réunion à la nécessité d'une transition politique en Syrie. Sauf que cette clause-là, la transition politique, le régime a toujours refusé de l'évoquer et de la discuter, de négocier autour d'une transition. Parce que transition, ça veut dire un changement qui va être peut-être lent, avec la participation de certains acteurs du régime, mais la fin de l'ère des Assad vers quelque chose qui n'a pas été défini et que les négociations devaient définir. Sauf que cela a disparu des rounds de négociations après, et finalement, après l'intervention militaire russe, les Russes ont marginalisé ce qui restait de Genève, qui agonisait déjà, et ils ont imposé un autre processus, ils ont appelé tantôt Astana, tantôt Sochi, où ils invitent eux-mêmes ce qu'eux, ils considèrent être les représentants de l'opposition syrienne, et évidemment le régime, plus les acteurs, la Turquie et l'Iran, l'allié, la Turquie qui était un rival, voire un ennemi, et qui est devenu un allié après la tentative de coup d'État militaire qui a échoué à Ankara, et à partir de laquelle Erdogan s'est considéré trahi par l'Occident et par l'OTAN, et il a décidé de basculer, mais sans vraiment basculer parce qu'il a toujours son agenda, ses priorités et ses contacts et ses négociations avec l'administration Trump. Mais ces trois États aujourd'hui qui sont les plus présents en Syrie imposent l'agenda, et ni le régime ni les oppositions peuvent, si vous voulez, faire grand-chose contre ces agendas-là. Ils doivent s'adapter, en général. Ils essayent d'améliorer leurs conditions durant les échanges et les négociations, mais ils ne sont plus les maîtres du jeu. Même le régime qui n'est plus inquiété militairement et politiquement pour le moment, mais ce n'est pas lui qui gère ces négociations. Il y a le mot d'ordre russe et iranien qu'il essaye parfois de modifier en sa faveur en comptant sur ce qui se passe sur le terrain, mais par rapport aux questions centrales, c'est Téhéran et Moscou. Et du côté de l'opposition, il y a les conseils de Paris, de Londres, parfois de Berlin. Les Saoudiens et les Qataris sont en guerre entre eux, donc ne sont plus très concernés par l'affaire syrienne. En plus, les Saoudiens mènent une guerre au Yémen, donc la Syrie n'est plus une priorité. Reste Ankara, qui donne des conseils aux opposants, mais en même temps avec une priorité en Syrie, ne pas permettre aux Kurdes de construire une autonomie assez puissante dans le nord du pays. Donc ils sont aussi prêts à des compromis avec les Russes tant que leurs priorités sont protégées, mais ils ont des limites dans les compromis. Ils ne veulent pas être marginalisés non plus par rapport à une solution finale qui reste loin à mon avis, et malheureusement pour les Syriens, elle ne risque pas de toute façon d'être juste pour eux et pour leurs aspirations démocratiques. Je répète juste, que peut négocier finalement, que peut espérer négocier l'opposition à la marge? Je ne peux pas me mettre à leur place, c'est très difficile, et par contre c'est facile pour moi de donner des conseils ou de parler, parce que je ne suis pas celui qui négocie et qui sait qui connaît l'impact du rapport de force durant les négociations. Mais depuis longtemps, moi je pense qu'il y a trois priorités pour l'opposition syrienne: de maintenir une position sans compromis sur la nécessité de tourner la page des Assad. Et là, je le dis, peu importe le rapport de force, parce que de toute façon, ils n'ont pas le rapport de force en leur faveur. Il faut juste qu'ils refusent toute volonté de donner une nouvelle légitimité à ce régime-là. Donc c'est une position catégorique, car elle est d'un côté éthique, mais elle est aussi par rapport à leur propre survie. Assad ne va jamais laisser une opposition survivre s'il est consolidé en pouvoir. Il sera encore plus acharné et encore plus violent et encore plus barbare que l'a été son père et qu'il a été lui-même durant ces dernières années si une solution politique le maintient au pouvoir. Donc c'est une illusion de penser qu'il y aura un compromis avec lui et que, comme les Russes le disent, certains opposants seront des ministres dans son gouvernement et certains combattants ou officiers de l'armée syrienne libre intégreront ses services. C'est une grande illusion et le régime le montre et le prouve chaque jour aujourd'hui. Donc il y a une proposition de principe que certains ne considèrent pas réaliste, et c'est pas grave parce que, encore une fois, si le réalisme c'est d'accepter
la condition de la barbarie et de se rendre à chaque fois qu'il y a une menace, je pense qu'on sera dans un monde encore plus pourri que celui dans lequel on vit. Donc il y a une question de principe. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est la question de l'impunité. L'impunité, c'est le malheur du Moyen-Orient depuis des décennies. Ça a commencé avec le conflit israélo-palestinien, avec les violations israéliennes des droits des Palestiniens, l'occupation et la colonisation, et ça continue avec une série de régimes arabes, que ce soit dans le Golfe, que ce soit en Afrique du Nord et en Afrique, que ce soit en Syrie ou dans la plupart, avec Sisi aujourd'hui, et en Syrie. Pendant 48 ans aujourd'hui, on est dans une impunité totale. Qu'est-ce que ça veut dire impunité? Ça veut dire qu'on peut massacrer des milliers, on peut massacrer des individus, on tue des rêves, on détruit des vies, des familles qui passent des décennies en prison juste parce qu'ils ont osé penser et espérer quelque chose. Et puis, rien ne se passe par rapport à tous ceux qui ont commis ces crimes, car par, entre guillemets, réalisme, par volonté en Occident de voir là-bas une stabilité, même si elle se construit sur des centaines de milliers de morts, on oublie les crimes et on fait avec. Donc Hafez al-Assad massacre 20 000 personnes dans la ville de Hama et exécute plus de 1000 prisonniers dans la ville de Palmyre en quelques jours, fait disparaître 17 000 personnes dans ces geôles et subissent toutes sortes de tortures. Et je vous invite à lire La Coquille, un roman de Mustafa Khalife. Je vous invite à lire 16 ans en prison syrienne de Yassine Haj Saleh. Je vous invite à lire Aram Garabed. Je vous invite à lire La question syrienne. Des dizaines de livres qui sont traduits en français. Ce n'est pas vrai qu'on ne sait pas ce qui se passe en Syrie. Ce n'est pas vrai qu'on ne sait pas qui tue et qui a tué qui en Syrie. Il y a une documentation très importante. Il y a des livres et des recherches et un travail très sérieux et très crédible qui montre comment ce que Michel Seurat, en 82 déjà, avait appelé l'état de barbarie, pour qualifier l'état de Assad, comment il a fonctionné. Et Michel Seurat, c'est un chercheur français qui a été tué au Liban en 85 après ses écrits. Et ce n'est pas vrai que ce que certains hommes politiques répètent, oui, mais Assad, ce n'est pas l'ennemi de la France, il est l'ennemi de son peuple. Il a tué des Français, il a tué Michel Seurat, il a tué l'ambassadeur de France au Liban, Delamarre, il a fait rue de Rosier à Paris, il a assassiné des franco-libanais et des franco-syriens, l'historien et le journaliste Samir Qassir. Il a aujourd'hui fait disparaître 2 citoyens franco-syriens, M. Dabar et son fils. Le père travaillait même au lycée français à Damas. Il a tué un journaliste, Rémi Ochnek, à Homs. Donc ce n'est pas vrai qu'il n'a pas tué des Français comme certains normalisateurs, on dit, ou normalisants avec le régime le répètent. Et de toute façon, même s'il n'avait pas tué des Français, dire que Assad est l'ennemi de son peuple, mais malgré cela, on va normaliser avec lui, quel mépris et quel message on envoie au peuple syrien, comme quoi il est exclu de la communauté internationale, de l'humanité. Donc si quelqu'un massacre le peuple syrien, mais il ne nous tue pas directement, c'est pas grave, on peut faire avec. Ça c'est la meilleure, si vous voulez, c'est le meilleur cadeau qu'on peut offrir aux nihilistes, ce que vous appelez les djihadistes terroristes, en leur donnant l'argument qu'ils utilisent toujours, c'est que le monde ne veut pas de nous, c'est que le monde nous déteste parce que nous sommes arabes et musulmans, donc il faut que ce monde paye. C'est la meilleure formule quand on normalise avec des régimes comme le régime Assad d'offrir des cadeaux à Daesh et à des monstres qui peuvent émerger plus tard, qui peuvent être encore pires que Daesh, parce que Daesh c'est pire que Al-Qaïda, Al-Qaïda c'est pire que d'autres formes, et c'est un cercle vicieux qui peut nous enfermer tous s'il n'y a pas une volonté politique d'en finir avec l'impunité et avec ce genre de rhétorique qui exclut les Syriens de l'humanité. Donc il y a cette question de l'impunité, et puis il y a la question des détenus. On parle certains évoquent le chiffre de 200 000, d'autres de 100 000, et en soi, cette question-là montre l'ampleur de la catastrophe. Il y a des dizaines de milliers de Syriens qui ont disparu dans les geôles du régime, dans des conditions atroces. On a lu les rapports de Amnesty, on a lu les rapports de Human Rights Watch, on a lu les rapports des organisations syriennes de droits de l'homme qui travaillent dans le pays, qui évoquent dans les seules prisons de Damas plus de 30 000 morts entre
exécution et torture. On a vu les photos de César, qui est un photographe militaire syrien qui a exfiltré des milliers de photos. Et je vous invite aussi à voir le livre de Garance Lequesne sur la question de César. On a toutes les preuves qui montrent l'industrie de la mort dans les geôles du régime Assad. Une industrie qui ressemble, et je n'exagère pas, même si c'est en miniature, à l'industrie nazie, inspirée par l'industrie nazie de la torture et des exécutions. Et c'est une question qui ne doit pas disparaître, ni des médias, ni des négociations. Et l'opposition doit insister sur cette question-là, parce qu'avec les détenus qui ont disparu et les tortures qu'ils subissent, il n'y a pas de réfugiés qui vont rentrer tranquilles, ils ont tous peur de ce sort-là. Le régime, s'il échappe à ce crime tellement bien documenté, il sera encore plus impuni, donc encore plus capable de commettre des crimes. Il peut toujours trouver des justifications s'agissant des opérations militaires et du bombardement, mais il n'y a aucune justification quand il s'agit de la torture et de l'exécution de dizaines de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants. Donc l'opposition aujourd'hui, même si elle est dans un rapport de force écrasant du côté du régime et des Russes et des Iraniens, doit ne pas se rendre et doit toujours parler de la question des détenus et de la question de la justice, donc de la fin de l'impunité, parce que de toute façon, la machine de mort du régime va continuer. Toutes les expériences avec ce régime montrent que quand ses opposants se rendent, il devient encore plus féroce. Et peut-être je reviendrai sur la logique ou la philosophie de la violence que déploie ce régime et qui n'est pas arbitraire ou qui ne touche pas les gens juste comme ça. Elle est elle cible ses victimes et elle a tout son sens dans la tête de Bachar al-Assad ou dans la tête de Hafez al-Assad surtout, qui a conçu ce régime-là. Justement, sur la justice, on voit que c'est une question qui est souvent absente des négociations. Moi, à Genève, je voyais qu'elle n'était pas abordée. Et effectivement, beaucoup d'ONG essayent de porter cette question. On a vu récemment, ces jours-ci, de nouvelles morts annoncées par le régime qui a mis à jour ses registres de morts et donc de morts en prison. Il y a eu quand même l'inculpation de Jamil Hassan par la justice allemande. Donc c'était le chef des renseignements militaires de l'armée de l'air, qui est l'un des services les plus connus en termes d'arrestation et de torture. Il y a des dossiers, comme vous disiez, qui se constituent dans l'espoir d'ouvrir des procédures à la CPI. Est-ce qu'il y a une perspective, justement, qu'une justice soit rendue où elle est très minime ? C'est la question centrale. Pour le moment, la Cour pénale internationale ne peut pas saisir le dossier syrien parce que c'est au Conseil de sécurité et au Conseil de sécurité, il y a les vétos russes et chinois. Et la Russie a déjà utilisé, je pense, 13 fois le droit de veto pour protéger le régime, pas sur cette question-là, mais sur d'autres questions également. Donc le Conseil de sécurité est paralysé par rapport à cela et la Cour pénale internationale ne peut pas saisir le dossier syrien. En plus, la Syrie n'est pas signataire du traité de Rome qui permet dans certains cas une saisie sans le Conseil de sécurité. Il reste les pays où il y a des possibilités d'attaquer en justice des États ou des individus ou des organisations, je ne connais pas exactement le terme juridique, qui ont commis des crimes contre l'humanité. Et là, comme vous avez dit, Jamil Hassan, c'est un des piliers du régime, c'est le chef des services de renseignement de l'air, qui est un des services les plus féroces et les plus criminels en Syrie. Il y a un mandat d'arrêt qui a été fait par un juge allemand, donc en principe, il ne peut plus quitter le territoire syrien. Il y a des officiers également qui sont sur des listes de sanctions européennes parce qu'ils sont accusés de crimes de guerre. Et récemment, il y a eu un scandale en Italie parce qu'un de ces criminels-là, qui s'appelle Ali Mamlouk, a été reçu au ministère de l'Intérieur en Italie. Et il y a des organisations aujourd'hui de droits de l'homme en Italie avec d'autres organisations qui manifestent et qui bougent un peu pour que cela ne se reproduise plus. Mais il y a toujours des possibilités. Par exemple, en France, il y a déjà, je pense, 2 procédures. Il y a la famille Dabar, qui est franco-syrienne,
qui a saisi la justice française. Il y a aussi au niveau du dossier César une enquête qui a commencé, mais impossible évidemment de se rendre sur le terrain syrien. Et puis il y a en Espagne, puis il y a la famille de la journaliste américaine Mary Calvin qui a attaqué le régime aux États-Unis, et il y a même le nom d'un général syrien que sa famille accuse d'avoir mené l'attaque qui l'a tué, le général Hassam Zahreddin, qui, par coïncidence entre guillemets, a été assassiné quelques semaines après le dépôt de cette plainte. En plus, le directeur de la prison de Saïdnaïa a récemment été assassiné en Syrie également. Un des bourreaux d'Alep a récemment été assassiné. Donc probablement le régime est en train de faire un certain nettoyage de certains de ses membres directement impliqués dans des dossiers évoqués à l'extérieur, exactement comme il l'avait fait avec plusieurs officiers impliqués dans le dossier de l'assassinat de l'ancien Premier ministre Hariri, après que leurs noms sont apparus dans l'enquête. Je peux citer Rostom Ghazali, Jamer Jamer et autres. Donc la question de la justice reste centrale. Il y a les détenus, il y a les attaques chimiques, il y a des documents qui montrent qu'il y a quand même une hiérarchie, il y a des lettres, il y a des signatures, il y a des officiers qui donnent des ordres, il y a des viols documentés. Je ne sais pas si vous avez vu le document de Manon Loiseau, Cri étouffé, qui a été, je pense, sur France 2, il est passé. Donc il y a beaucoup de travail qui se fait sur la documentation, et le conflit syrien, c'est le conflit le plus documenté de l'histoire. Ce n'est pas toujours le mieux documenté, parce qu'il y a toujours, tout circule, et des choses très crédibles comme des choses non crédibles sur le net. Mais c'est le conflit le plus documenté, avec des millions de vidéos et de photos, avec des dizaines de milliers de photocopies de dossiers. Une partie est déjà à Londres. Une commission onusienne est en possession de dizaines de documents signés par les hautes autorités syriennes par rapport à des actes criminels. Donc on a, en plus, il y a des vidéos qui montrent les barils explosifs qui tombent sur les gens et qui font des ravages. Et il y a un corps médical international, pas seulement syrien, qui a travaillé en Syrie et qui est témoin des destructions des hôpitaux et des dispensaires, des meurtres des ambulanciers et des secouristes. Donc tout cela est documenté, et il y a tout ce qu'il faut pour un travail juridique sérieux qui met fin à l'impunité. Mais est-ce qu'il y a une volonté politique? Pas encore. Encore une fois, d'où l'importance des opinions publiques pour faire pression et pour refuser toute normalisation sous les slogans qui justifient genre réalisme et il faut faire avec, afin de ne pas permettre à cette impunité de se prolonger encore dans le pays, non seulement par position éthique, mais à mon avis même par réalisme, par vrai réalisme. Parce que plus on finit avec l'impunité, moins il y aura du terrorisme. Ça ne va pas disparaître le terrorisme, mais il y aura moins de raisons pour recruter des terroristes. Il y aura moins de raisons pour ceux qui ont peur de l'arrivée des réfugiés, pour que les gens quittent leur pays. Les gens ne quittent pas leur pays simplement parce qu'ils pensent qu'ils vont mieux vivre là. Beaucoup de gens quittent leur pays parce qu'ils sont menacés de mourir ou d'être torturés ou d'être violés là-bas. Donc tout cela est central. Et je veux là juste vous peut-être partager une opinion par rapport à la violence du régime. Cette violence, elle s'inscrit toujours dans une logique. Le régime tue beaucoup de Syriens, mais évidemment pas tout le monde, pour que les survivants préservent dans leur mémoire collective la mort comme étant un élément que le régime est capable de leur imposer à chaque fois qu'il le veut. Le régime torture des dizaines de milliers, mais pas tout le monde, afin que ceux qui vont survivre la prison préservent cette torture comme image dans leur quotidien, comme cauchemar chaque nuit, pour rester sous la peur. Ce régime viole pour que les femmes aient toujours peur du viol. Donc il y a une logique de la violence qu'il a développée et une expérience de la violence qu'il a accumulée à travers les décennies du règne des Assad, qui fait qu'il veut toujours que les Syriens, qu'ils soient un peuple de survivants,
qui ne soit pas un peuple de survivants, un peuple de gens qui ont toujours peur, peur du viol, peur de la torture, peur de la disparition. Si vous lisez les récits des familles des disparus qui n'osent même pas demander où sont leurs enfants, où sont leurs parents, les femmes qui subissent le viol, c'est toute leur société qui est détruite. Les hommes qui subissent la torture, c'est toute leur famille qui est terrorisée. Donc c'est un régime qui veut que les Syriens restent ses esclaves afin qu'ils puissent régner pour toujours. Et ce n'est pas non plus juste par rime en arabe que son slogan c'est Assad il al-Abad, c'est-à-dire Assad pour l'éternité. Hafez a donné le pouvoir à son fils Bachar. Il avait un autre fils en tête, Bassel, qui est mort en accident de voiture, donc c'était Bachar qui a repris la relève. Et Bachar a... Quel est le prénom du fils de Bachar? Hafez. Et il pense évidemment au Hafez II pour lui passer ce pouvoir-là. On avait dit en 2011 que certains proches du régime avaient évoqué une fois avec un émissaire, ils avaient dit que Assad a fait Hama et ça les a calmés pendant 30 ans, Assad père. On va faire plusieurs Hama et on va les calmer pendant 100 ans. Donc il y a cette logique-là de briser une société, de l'écraser, afin de la rendre toujours sous contrôle, le contrôle de la terreur, qui se transforme avec le temps en une terreur symbolique. On n'a pas besoin toujours de tuer pour terroriser. On tue pendant 10 ans et après on essaye de régner pendant 20 ans. D'où, encore une fois, l'importance d'en finir avec cette impunité, parce que toute société détruite et toute société anéantie et toute société humiliée ne pourra pas se remettre facilement, et il y aura des phénomènes qui vont émerger, qui vont l'inquiéter et qui vont inquiéter le reste du monde. La Syrie aujourd'hui est une question mondiale, elle n'est plus seulement la question des Syriens et des Syriennes eux-mêmes. Il y a un dossier très important qui va déterminer aussi l'avenir du régime, des relations avec les autres pays, c'est le dossier de la reconstruction. Oui. Donc vous évoquiez plutôt la loi numéro 10, donc on a vu cette loi qui a été passée pour un peu redéfinir les zones qui étaient passées sous le contrôle de l'opposition. Alors on parle d'empêcher le retour de certaines populations, mais pas seulement sur une base ethnique, mais aussi ce qu'on a appelé les classes dangereuses, donc toutes ces populations qui ont participé à la révolution. Donc ça dépasse ce qu'on évoque parfois de changements démographiques. Vous disiez aussi que ça va être l'objet d'un chantage, à votre avis. Et on voit jusqu'à présent, notamment si on prend l'exemple de la France qui a résisté à l'idée de coopérer, de participer à cette reconstruction tant qu'il n'y aura pas eu de solution politique, tant qu'il n'y aura pas eu de changement. Et il y a eu une petite inquiétude récemment chez les opposants en se disant finalement, est-ce que la France ne va pas être parmi les premiers à y aller sur les dossiers de la reconstruction, sur un plus grand réalisme, pragmatisme que vous évoquiez, notamment après cette livraison d'aide médicale par le biais russe à la Ghouta orientale. Est-ce que vous vous attendez à ce que ce dossier amène une nouvelle politique et qu'on voit un changement des acteurs, notamment européens, américains, autour de ce dossier? Oui, ça peut être un grand risque. Évidemment, on souhaite tous que la Syrie soit reconstruite, que les réfugiés puissent rentrer. Mais dans l'état actuel des choses, et avec l'occupation russe et iranienne, et avec le maintien du régime, ni le retour ne sera possible pour tous les Syriens et Syriennes qui ont quitté. Je signale juste 2 déclarations du président syrien que vous pouvez trouver sur son site. Dans l'une, il se félicite du fait que le tissu social syrien se porte mieux maintenant en Syrie, et de l'autre, il dit qu'on a perdu beaucoup, mais on a gagné un pays plus homogène. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que démographiquement parlant, le régime s'est débarrassé d'une grande partie des opposants, notamment les opposants laïcs, démocratiques, etc., qui sont soit en exil, soit assassinés, tués, soit en prison. Mais surtout d'un point de vue confessionnel, puisqu'il y a du confessionnalisme évidemment en Syrie et au niveau du régime, il s'est débarrassé de millions d'Arabes sunnites
qui sont de zones rurales pauvres. Donc il y a un rééquilibrage dans la tête du régime de la démographie confessionnelle du pays, d'où ils ne souhaitent pas les voir rentrer. En plus, toute la zone autour de la frontière libanaise, je doute fort que l'Iran et Hezbollah souhaitent que les déplacés de ces zones-là rentrent chez eux aussi, parce qu'ils ont contrôlé cette zone pour avoir une marge de manœuvre et un mouvement autour de la frontière libanaise assez souple et sécurisé. Mais il peut y avoir des pressions, y compris par les Russes, pour montrer un certain retour, pour dire que voilà, les choses se normalisent, qu'ils avaient fui l'État islamique et maintenant ils rentrent puisque le régime a gagné. Ça va surtout toucher certaines populations en Jordanie et au Liban. En Jordanie, il y a plus de 730 000 réfugiés syriens. Une majorité vient de la région de Daraa. Certains peuvent être amenés à rentrer chez eux. Au Liban, il y a près d'1 million de réfugiés syriens sur une population libanaise de 4 millions. Il peut y avoir aussi une pression sur une partie de ces réfugiés-là qui vivent toutes sortes de discriminations et de racisme au Liban pour qu'ils rentrent en Syrie, mais la majorité ne va pas rentrer. Et ceux qui sont arrivés en Europe, la majorité ne va pas rentrer non plus. Non pas parce qu'elle ne souhaite pas prendre le risque du retour, mais pour beaucoup de Syriens, ils sont vraiment des survivants ici qui veulent commencer une autre vie tant que le régime est sur place et qu'il n'est pas tombé. Donc, ça va être très difficile par rapport à cette question. Mais il y aura un chantage sérieux sur les Européens, c'est-à-dire, venez construire. Les Américains, Trump ne semble pas être concerné par l'idée de la construction, la reconstruction. Il ne veut pas dépenser de l'argent à l'extérieur, il continue à le dire tout le temps. Les Chinois eux-mêmes ne sont pas non plus rassurés par rapport à la situation actuelle. Ils ne veulent pas investir sans avoir des garanties que tout se passe très bien. Les Iraniens et les Russes n'ont pas les moyens de reconstruire et d'investir. Ils ont des priorités, ils dépensent sur des questions, mais pas sur tous les chantiers. Donc il ne reste véritablement que les Européens. Les Russes menacent parfois les Européens en disant que sinon il y a l'Inde, le Brésil, l'Indonésie, on peut jouer plusieurs cartes, mais ça c'est aussi une illusion parce qu'ils ne vont pas venir investir et dépenser énormément d'argent sans être sûr qu'il va y avoir des revenus plus tard, ce qui n'est en rien garanti. Donc il y a l'Europe où de plus en plus il y a des alliés de Poutine qui arrivent au pouvoir, où de plus en plus il y a des tendances fascisantes qui sont dans les gouvernements, et où ils peuvent dire qu'il faut reconstruire pour soit renvoyer certains réfugiés, soit pour en finir définitivement avec l'arrivée de nouveaux réfugiés, notamment ceux qui sont en Turquie ou au Liban et qui auront du mal à rentrer dans le pays. Donc il vaut mieux reconstruire pour qu'ils puissent rentrer. Plus, il y a des hommes d'affaires qui peuvent être aussi encouragés à le faire en leur disant que leur part serait garantie. Donc il peut y avoir ce genre de discours, mais pour le moment, Paris, Berlin et certaines autres capitales ne semblent pas céder, malgré certaines déclarations où on sent qu'il y a des possibilités de compromis. Ils n'ont pas cédé. L'aide humanitaire, c'était un geste assez malheureux de la part de la diplomatie française, d'envoyer des 50 tonnes d'aide humanitaire à la Ghouta de Damas et de les livrer aux Russes qui ont eux-mêmes bombardé et massacré les gens de la Ghouta de Damas en leur disant on vous livre cette aide-là, vous allez la distribuer chez les survivants de vos bombes. Donc c'était très maladroit, je ne sais pas pourquoi ça a été conçu comme ça, mais il y a un rapprochement avec Moscou. Peut-être Paris pense qu'avec ce rapprochement-là, les Français vont pouvoir jouer un rôle plus important. Je pense que c'est une illusion, encore une fois. Ce n'est pas vrai que François Hollande nous a mis hors jeu parce qu'il avait une position de principe. Je ne cherche pas du tout à le défendre, ce n'est pas mon travail ni mon intérêt, intérêt entre guillemets, mais on est hors jeu, où les Français, comme tous les Européens et les Américains sont hors jeu parce qu'ils n'ont pas été fermes et clairs et ils n'ont pas été présents dans ce conflit-là, ni en imposant des zones d'exclusion aérienne, ni en montrant une fermeté face aux Russes et aux Iraniens, ni en armant l'opposition avant l'islamisation et avant la montée de Daesh et des autres acteurs barbares, ni en
parlant aujourd'hui de l'impunité, les Occidentaux ont souvent été dans la réaction à ce que les Russes et les Iraniens faisaient. Et finalement, les Russes et les Iraniens sont présents militairement sur le sol, donc sans présence militaire française, chose qui ne va jamais avoir lieu, il n'y aura pas un retour au jeu juste en acceptant les conditions russes. C'est un mythe, c'est une illusion, et ça serait une faute politique et éthique grave, à mon avis. Donc voilà, maintenant, est-ce que la reconstruction va commencer? Je ne le pense pas. Il y a par contre au Liban une excitation par rapport à cette question-là, au niveau de certains hommes d'affaires, au niveau de proches du régime qui disent oui, il faut qu'on participe à la reconstruction, on peut avoir des partenaires européens, américains, on les amène et tout. Encore une fois, je pense que c'est une illusion, sauf par rapport aux mafieux de la région, comme du reste du monde, qui peuvent avoir quelques projets avec des Makhlouf et d'autres mafieux syriens. Makhlouf est le cousin de Bachar al-Assad et c'est l'homme le plus riche du pays, qui détient une grande partie de son économie et qui salive aujourd'hui quant à l'idée d'avoir de l'argent pour la reconstruction. Bon, ça fait un peu plus d'une heure qu'on discute et je pense qu'il est temps de vous laisser la parole. J'ai encore des questions, mais je pense que vous avez les vôtres. Donc, je peux juste dire une chose, oui. Juste pour finir, ce que vous avez évoqué, Hélène, au début, c'est que depuis 2 semaines, le régime syrien, bien qu'il avait nié pendant des années la détention de dizaines de milliers de personnes, il a considéré que César était un fake news, que les rapports de Amnesty, de Human Rights Watch, des Nations Unies par rapport à la question des détenus sont des mensonges. Aujourd'hui, depuis 2 semaines, il est en train soit de contacter des familles, soit des familles elles-mêmes découvrent les noms de leurs enfants, de leurs filles, de leurs sœurs, de leurs pères, de leurs voisins, au niveau de l'état civil, des détenus qui ont été arrêtés en 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. À côté de leur nom, on met décédé. Et on donne juste la date du décès. Il n'y a pas de documents, il n'y a pas surtout de cadavres, de corps pour que ces familles-là fassent le deuil. Je me permets de dire que dans cette salle, je connais 3 personnes qui ont des disparus en Syrie et qui n'ont aucune information sur le sort de leurs bien-aimés. Donc c'est un dossier, on est à peu près à 7000 familles qui ont été informées directement ou indirectement du fait que leurs proches ont été tués en prison. On dit parfois crise cardiaque, on dit autre chose, mais jamais on rend un corps, jamais on explique ce qui s'est passé. Et le régime a créé toute une économie mafieuse autour de cette question, car des familles payent de l'argent à des charlatans pour avoir des informations sur le sort de leurs enfants ou de leurs proches. Ou bien ils payent de l'argent en pensant que leurs proches vont être mieux traités. Ou bien ils payent de l'argent à des officiers pour qu'ils soient moins torturés. Donc toute une économie a été créée autour de cette question-là. Et certains avocats et certains officiers du régime et avocats du régime, parce qu'ils ne respectent pas le métier d'avocat, touchent de l'argent en promettant aux familles de libérer leurs proches, sachant que ces proches ont déjà été tués et ils le savent. Donc c'est une question horrible qui empoisonne la vie de dizaines de milliers de familles. Et là, on est en train de vivre chaque jour un nouvel épisode avec de nouvelles victimes, d'où l'importance d'évoquer cette question et de la lier évidemment à la question de l'impunité de ce régime-là, et je vous remercie. Et cela ne veut pas dire, et je finis là, qu'il n'y a pas d'autres acteurs qui ont commis des crimes en Syrie. Évidemment, il y a d'autres acteurs. Daesh a commis des crimes, certaines formations de l'opposition ont commis des crimes, Nusra a commis des crimes, mais tous ces crimes-là, statistiquement, sont incomparables aux crimes commis par le régime, qui était le seul à avoir l'aviation, le seul à avoir l'artillerie lourde, le seul à avoir cette infrastructure des geôles à travers le pays. Donc l'impunité doit cesser pour tous les acteurs de cette guerre, mais c'est surtout le régime qui est l'acteur responsable de la majorité des crimes, et c'est surtout le régime qui est évoqué en tant que partenaire dans le futur du pays.
Oui, j'avais un chiffre de l'ONG Syrian Network for Human Rights qui parle de 82 000 Syriens qui ont été arrêtés ou enlevés depuis 2011. Donc ils sont documentés. Documentés. Documentés, parce qu'il y a des dizaines de milliers non documentés. Documentés. Bon, ben, on va vous laisser la parole. Et je m'excuse donc par avance, mais je m'éclipserai à un moment en laissant l'exilade. On apprend au terme de ce tableau un peu noir que si on est socialiste pour le coup dans le vrai terme, malheureusement la révolution risque d'avoir perdu pour celui-ci moins. Et donc je voudrais vous demander si à votre avis s'il peut en rester en réflexion sur le plan politique local. Parce que c'est vrai que l'expression printemps arabe il avait peut-être fait oublier que les processus révolutionnaires par la majorité des cas venaient de processus de longue durée, voire de très longue durée, et on a peut-être un peu bercé dans l'illusion qu'en Syrie, il allait pouvoir se passer la même chose comme en Tunisie, alors que le régime politique est très différent. Et pendant cette 8 années, il y a quand même eu des expériences démocratiques locales, il y a eu une très grande inventivité, créativité politique, etc. Donc il y a eu des choses sur lesquelles peut-être que les futures forces démocratiques syriennes pourraient s'appuyer. Je voudrais vous demander, à votre avis, qu'est-ce qui malheureusement, le syrien, c'est quand même une illustration éclatante de ce qu'on appelle maintenant la post-vérité, etc. C'est-à-dire que, comme vous le dites, il y a des travaux de chercheurs, il y a des travaux de l'ONG, y compris de certains très Bon, j'ai l'impression que la quantité de faits qui s'accumulent n'a pas vraiment pris justement sur les opinions, et pas seulement sur les opinions, aussi sur des hommes et des femmes politiques de très haut niveau. Par exemple, toutes les histoires sur le fait que c'est une guerre des extérieurs pour les Kazakhs. Tous ceux qui ont regardé cette presse savent que c'est n'importe quoi, ça n'a pas empêché, y compris les candidats à la présidentielle des Serbes, de le porter. Donc, voilà, comment avoir prise sur les opinions publiques alors que on constate que finalement les faits sont un peu rejetés. Bon, et là-dessus, je termine là-dessus, il me semble aussi que le conflit syrien et son traitement a illustré les failles des liens entre la recherche et le champ militant et les médias au moment où on est parti. La manière dont ça a été traité, je suis désolé de vous rappeler des mauvais souvenirs, mais par exemple, j'ai écouté votre dernier débat, François dire que c'était vraiment l'illustration de ce que Bourdieu trouvait sur la télé et la télévision, c'est-à-dire quand il y a un débat sur un sujet qui est polarisant, il faut qu'il y ait un débat, donc pour que ce soit démocratique, il faut qu'il y ait des représentants des deux camps, et donc on avait l'impression que, voilà, ça devient un débat dans le champ académique, que d'un côté il y a des idéologies qui disaient ça, et une autre partie du champ académique disait oui, mais c'est la guerre, il faut être réaliste, etc. Alors que la vérité, c'est qu'à titre personnel, je connais deux chercheurs spécialistes syriens qui disaient ce que disait ça pour pas le citer, et ce que vous disiez vous, donc en gros c'est tout le reste. Donc est-ce que, je ne sais pas comment faire, mais est-ce qu'il ne faut pas passer à un mode de lutte pour faire prendre en compte aux médias ce qu'est le consensus académique, ce qu'est le consensus militant, plutôt que de s'enfermer comme on est dans des espèces de débats où par principe il faut que ce soit 50-50 alors que dans la réalité c'est 80-20. Merci beaucoup. Je vais vous poser la question sur la division de l'opposition syrienne. Est-ce qu'il y a moyen de... Ça a sûrement été une des faiblesses de l'opposition. Si vous pouvez nous parler de ça. Bien sûr. Bonjour. Du coup, c'est à peu près la même question. Et du coup, par rapport à cette opposition, déjà, qu'est-ce que vous entendez par l'opposition?
parce que vous nous présentez un front plus ou moins uni. Qu'en est-il en réalité? Vous nous avez parlé des Kurdes. Je n'ai pas compris. J'ai dit, qu'en est-il en réalité? Vous nous avez parlé des Kurdes, vous parlez de mouvements plus démocratiques. Est-ce que vraiment ils sont unis sur ces points? Merci, Lisa, pour faire un exposé parfait. La situation aujourd'hui, je crois qu'elle est irréversible. On a un problème en ce qui me concerne en tant que citoyen français. J'ai presque vraiment honte vis-à-vis des citoyens. Les partis politiques, tous les partis politiques, globalement, depuis 2011, ont laissé tomber la révolution sociale. Aujourd'hui, il y a des signes, je crois qu'il est possible de retourner politiquement un certain nombre de partis politiques. Tu as exposé ce qui est essentiel, c'est ce crime atroce, le viol, les anarchies, les désinformations, les débarrassements, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Allons-nous accepter qu'un pays comme la France, que nos responsables politiques puissent envisager un seul moment d'avoir un ambassadeur à Damas qui va s'assurer la main de Bachar el-Assad? Allons-nous l'accepter? Et c'est à nous, citoyens, de nous battre vis-à-vis de nos politiques au quotidien, nos conseillers municipaux, nos maires, nos députés, leurs expliquer des faits, ils sont documentés. Allons-nous accepter qu'un petit filet que la France a négocié avec un petit filet? Moi, je pense que c'est notre. Je fais une première série de tentatives de réponses et je vous donne après la parole. Alors pour la première question, alors le terme printemps, moi je l'aime pas trop, je l'ai très rarement utilisé, mais il était à la mode pendant quelques temps. On a parlé de processus révolutionnaire dans le monde arabe, et il n'y a pas une révolution qui ressemble à l'autre, parce qu'il n'y a pas un régime qui ressemblait au niveau des détails et au niveau de son contrôle du pays à l'autre, et parce que comme vous dites, c'est un long processus qui en Tunisie a donné certains résultats. En Égypte, c'était la contre-révolution qui l'a remportée. Au Yémen, c'est la guerre catastrophique qu'on connaît aujourd'hui. Au Bahreïn, ça a été étouffé. La Libye, il y a eu l'intervention internationale. Et il y a la Syrie, qui était un cas à part, où les choses ont changé, ont pris d'autres évolutions, d'autres processus. Maintenant, le problème par rapport à la Syrie, c'est que la Syrie a été victime, dès le début, de deux genres de positions. Soit celle des extrêmes droites, et qui ne sont pas très minoritaires dans plusieurs pays aujourd'hui dans le monde, qui considèrent que de toute façon, dans ces pays-là, il n'y a pas de démocratie, c'est des musulmans. Donc l'important c'est que leurs réfugiés ne viennent pas, qu'il n'y a pas de réfugiés, que les gens restent sur place, et on fréquente la plupart de leurs régimes de toute façon, parce que c'est des régimes qui mènent des stabilités, et démocratie, islam, il n'y a pas moyen de réconciliation, donc il vaut mieux que les choses restent comme ils sont, et ils sont opposés à toutes les révolutions, et ils l'ont été, ils le sont toujours. Et si vous regardez toute la carte des extrêmes droites, ils sont pro-Assad, ils sont pro-Russie, et ils n'ont aucun problème avec le régime et ses crimes. Mais la véritable question se pose par rapport à l'extrême gauche, qui, encore une fois, dans la majorité de ces formations, pas toutes ces formations, parce qu'il y a des formations qui ont pris des positions très claires en faveur des révolutions, mais la majorité des extrêmes gauches ont été directement ou indirectement pro-régime Assad et pro-Russie, soit par ignorance de la situation, soit par anti-impérialisme que je qualifie depuis longtemps de pavlovien, c'est-à-dire dès qu'il s'agit du Moyen-Orient, on crie au complot et nécessairement le complot est américain. Donc si jamais il y a une contestation contre un régime qui est dans ses apparences anti-impérialistes lui-même, c'est que l'impérialisme veut à tout prix déstabiliser. On fait des raccourcis en comparant la Syrie à l'Irak, et puis on se positionne avec
le régime Assad parce que on tombe dans sa propagande, il est laïque, il protège les minorités, anti-impérialistes, etc. Ce qui fait que la géostratégie efface la société syrienne. On entend certains parler de gazoducs et de lignes qui passent par là, et des barils de pétrole qui volent au-dessous des gens, bien qu'ils ne parlent pas du gaz chimique et des barils explosifs qui tombaient sur les gens. Donc les Syriens disparaissent, c'est des considérations géostratégiques qui les remplacent, et une géostratégie banale et sans aucune réflexion aussi par rapport au Moyen-Orient. Plus il y a cette idée également que la révolution ne doit pas se faire avec des gens qui n'ont pas un parti révolutionnaire. Vous avez tout un arsenal d'arguments chez certaines formations de l'extrême gauche qui a fait qu'ils ont soutenu le régime. Ce qui fait que, au niveau des activistes en général, il y a eu un grand problème. Et au niveau de la recherche, vous l'avez dit, très peu par ailleurs, très peu sont les chercheurs, ils sont peu nombreux, qui connaissent bien la Syrie, qui ont soutenu le régime. Si vous regardez toute la liste des universitaires français, européens, américains, qui ont vécu en Syrie, qui sont arabisants, qui ont travaillé sur le pays, vous trouverez moins de 10 personnes qui sont vraiment pro-régime. Il y en a ceux qui ont préféré rester neutres, mais l'écrasante majorité a soutenu la société syrienne dans son soulèvement. Les journalistes, c'est une autre question. Ils ont été divisés et certains ont des intérêts, d'autres ne connaissent pas, découvrent, ils répètent des clichés, etc. Par contre, le problème des médias, c'est qu'en voulant créer des débats sur la Syrie, ils sont tombés dans le piège d'avoir des points de vue différents. Et il n'est pas vrai que quand on défend ou justifie ou on relativise des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, que ça c'est un point de vue qui mérite d'être écouté. On n'invitait pas en Afrique du Sud pour faire un débat sur le système d'apartheid. On amène des bourreaux dans les prisons qui détestent les Noirs et on leur dit « vous avez le plateau à égalité avec ceux qui soutiennent la lutte de libération ». On n'amène pas les bourreaux et les victimes en disant que c'est deux points de vue différents. Le problème et le piège d'une émission comme celle que vous avez évoquée, c'est que ne pas y aller, c'est de leur laisser le plateau à eux seuls pour monopoliser la parole. Et ça risque de rentrer dans des polémiques qui ne finissent pas et qui peuvent légitimer notre point de vue comme étant un des points de vue qui existent et qu'il faut écouter. Et donc c'est une situation très délicate. Et là, je pense que c'est la déontologie et c'est l'éthique journalistique qui doit trancher. On peut avoir des analyses différentes. On peut avoir des priorités, des angles de vue qui sont différents. Mais on ne peut pas relativiser ou justifier les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, ni nier le fait que le régime tue et massacre, parce que c'est du négationnisme, ni considérer que oui, mais c'est la guerre, parce que la guerre, elle a ses règles. Il y a 4 conventions de Genève et 2 protocoles. Bombarder les civils, bombarder les hôpitaux, ce n'est pas la guerre, c'est des crimes de guerre. La guerre, c'est les accrochages, c'est le front. Est-ce que dans toutes les guerres, il y a des crimes de guerre? Oui. Mais dans une grande partie des guerres, il y a eu des tribunaux. Et en plus, il n'y a jamais eu autant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des génocides terribles, au Rwanda, il y a eu le Pol Pot, il y a eu l'ex-Yougoslavie, mais on parle d'un pays de 23 millions, chère madame, où plus de 50% des gens sont réfugiés et déplacés, c'est du jamais vu, où il y a une partie qui est morte sous la torture. On a rarement assisté à une ampleur pareille. Donc ceux qui mettent ça en question rentrent dans une logique de négationnisme et leur point de vue n'est pas une opinion, il est soit une ignorance totale, soit une complicité avec les meurtriers. Donc ça c'est un piège. Le monde de la recherche était clair par rapport à cette question. Certains disent oui, mais il n'y a pas un accès au terrain, ça c'est un problème. Sauf que les acteurs du terrain, on peut toujours les contacter. Ils sont soit sur place, soit à l'extérieur du pays. Ils ont leur mémoire, ils ont leurs documents et ils ont surtout leur vécu et le vécu de leurs proches. Donc travailler avec eux, c'est aussi du terrain. S'agissant de ce qui reste de cette révolution, oui, la révolution a perdu. Elle a été battue militairement par les Russes et les Iraniens et par le fascisme local. Elle a été également battue par Daesh, mais elle a laissé
beaucoup d'expériences que les Syriens ne vont pas abandonner, que ce soit les conseils élus et les conseils locaux qui ont été formés pour la première fois dans l'histoire du pays, que ce soit la résistance souterraine, que ce soit les casques blancs et les médecins et les secouristes qui ont travaillé jour et nuit pour sauver les victimes des bombardements, que ce soit les femmes qui se sont mobilisées pour créer des organisations et pour continuer l'éducation des enfants, que ce soit les journalistes citoyens qui ont témoigné et qui ont écrit et qui ne vont plus jamais se taire. Certains sont à l'extérieur du pays, d'autres sont dans les zones que le régime n'a pas récupérées. Mais même dans les zones du régime, il y a encore des personnes qui écrivent, qui documentent, qui envoient des messages. Donc il y a une mémoire collective des Syriens qui s'est formée. Et il y a surtout la volonté de ne pas céder à ce qui s'est passé après Hama en 82, quand plus personne n'a osé même évoquer le mot de Hama ou parler de ce qui s'est passé dans cette ville martyre. Maintenant, les gens parlent, même si le régime veut de nouveau les faire taire et les transformer, comme je l'ai dit, en un peuple de survivants, mais la résistance à ce niveau se poursuit. Quant à l'opposition, que ce soit celle de certains partis politiques ou de certaines formations militaires, elle est très divisée et elle n'a jamais été unie. Il faut rappeler, ce n'est pas pour l'excuser, il faut rappeler que la Syrie vit sous l'état d'urgence depuis le 8 mars 1963, quand le parti Baas a pris le pouvoir. Il a interdit la formation de partis politiques, il a interdit les manifestations, il a interdit les sit-in, il a donc interdit la vie politique syrienne. Et quand Hafez al-Assad a hérité du pouvoir suite à un nouveau coup d'État au sein même du parti Baas, en 1970, il a même renforcé les mesures de cet état d'urgence. Donc les opposants politiques ont été en prison. Il a créé un front qu'on appelle le Front progressiste, où il a coopté quelques partis politiques pour montrer qu'il y a une vitrine de diversité, mais toute opposition, qu'elle soit de gauche ou islamiste, a été interdite et ces acteurs ont été emprisonnés, partis en exil ou assassinés. Donc quand la révolution a éclaté, il n'y avait pas de partis politiques en Syrie. Les partis politiques existants étaient soit pro-régime, soit des partis clandestins. Et une des figures historiques de cette opposition vient d'arriver avant-hier, il y a 3 jours, en France. Riyad al-Turk, qui était un de ceux qui ont vécu 7 ans en clandestinité en Syrie ces dernières années, il a 88 ans maintenant, et il a fait 20 ans de prison politique sous le père et le fils. Ça montre un peu aussi l'âge de cette opposition-là, qui a créé un décalage avec une partie de la jeunesse, et lui-même il le disait. Puis il y avait des formations qui se sont créées après la révolution, de plusieurs tendances politiques, mais il n'y a jamais eu une plateforme qui regroupait toute l'opposition. Il y avait le Conseil national syrien qui a essayé de le faire, mais il n'a pas été suffisamment soutenu. En plus, il n'avait pas un contrôle du terrain par rapport aux formations combattantes, parce que l'absence d'un soutien occidental à travers lui à l'armée syrienne libre a fait que d'autres acteurs, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar, ont créé leurs propres alliés qu'ils ont renforcés et armés, ce qui a nui à la lutte armée qui aurait pu être sous un front unifié. Donc cela a affaibli l'opposition, plus le sentiment d'abandon également crée encore plus de division et de désespoir, et le manque d'expérience politique. Et puis les acteurs du Golfe ont joué un rôle négatif à ce niveau-là, de même que toute l'histoire contemporaine de la Syrie, qui fait que beaucoup de gens n'avaient pas avant la Révolution confiance en leurs voisins, en leurs proches, parce qu'une des conséquences du fascisme, c'est qu'il crée tout le temps la suspicion, il crée tout le temps les doutes, il crée tout le temps les rumeurs, et les gens ne font pas confiance facilement aux autres, et ça a pris du temps avant de sortir de tout cela. Maintenant, à partir des expériences, est-ce que cela va sauver ce qui reste de l'opposition? Est-ce qu'il y aura une possibilité de refonder une opposition politique? Je l'espère pour les Syriens, mais ça nécessite encore une fois une volonté politique, et c'est à eux et à celles et ceux qui veulent le faire à le faire. Pour ceux qui sont sur le terrain,
Je n'ai pas parlé en détail. Les Kurdes, les milices kurdes qui contrôlent une partie du pays, ne font pas partie de cette opposition-là ou de ces oppositions qui se battent contre le régime. Ils ont leur propre agenda. Il y avait des activistes kurdes qui ont travaillé dès le premier jour avec les autres Syriens pour en finir avec le régime. Un qui était très connu s'appelle Mash'al Toumo, il a été assassiné en 2011. Il y a eu des grandes manifestations dans les villes kurdes, à Qamishli, à Hamouda et dans d'autres régions, mais avec le temps et avec la montée de la lutte armée, puis avec l'entrée de plusieurs acteurs et avec l'alliance entre la Turquie et certains acteurs de l'opposition, les milices kurdes qui se sont formées et qui sont surtout issues du PKK, de la branche syrienne du PKK, ont préféré faire, si vous voulez, leur guerre à part, celle de l'autonomie de la zone à majorité kurde, avant de contrôler d'autres zones où les Kurdes sont minoritaires avec l'aide américaine face à Daesh. Et donc, ils sont dans une autre logique, et aujourd'hui, ils négocient avec le régime une certaine entente qui n'a pas fonctionné pour le moment, mais ils sont, si vous voulez, un troisième camp dans ce conflit, comme Daesh est un quatrième camp, parce qu'elle n'est pas du tout une formation de l'opposition. D'ailleurs, Daesh, quand elle s'est imposée en Syrie en provenance de l'Irak, elle a contrôlé Deir ez-Zor et Raqqa, qui étaient déjà libérés du régime syrien par l'opposition, et elle a massacré cette opposition avant de prendre le dessous et de contrôler ces zones-là. Et des milliers d'opposants ont été tués ou sont toujours portés disparus dans les geôles de Daesh. Ce n'est qu'après que Daesh et le régime se sont affrontés, mais au début, c'était des alliés objectifs. Parce que pour le régime, c'était le meilleur moyen pour dire à l'Occident, en face de nous, il y a les djihadistes, donc soit nous, soit Daesh. Et pour Daesh, c'est le meilleur moyen de recruter en disant qu'on combat un régime infidèle, etc. Mais la vraie guerre était entre Daesh et l'opposition, qui était à la fois bombardée par le régime et attaquée par Daesh, puis c'était entre Daesh et les Kurdes, et puis la coalition internationale, dirigée par les États-Unis, est intervenue été 2014, mais uniquement contre Daesh et jamais contre le régime. Et les petites frappes à 2 reprises contre 2 bases militaires du régime accusées d'avoir lancé des attaques chimiques étaient plus pour l'image de ceux qui l'ont fait, Trump, mais également, je pense, le président Macron, parce que les Russes ont été informés avant ces frappes-là, et parce que ce n'étaient des frappes qui ne changeaient rien de toute façon dans le rapport de force. C'était juste une volonté de dire n'utilisez pas l'arme chimique. Et pour le régime, encore une fois, c'était une victoire, parce que à partir de là, il peut utiliser toutes les autres armes, et personne ne lui dit d'arrêter tant qu'il n'a pas recours au gaz sarin ou au chlore qu'il a utilisé, selon les rapports documentés, à plus de 130 fois. Donc tout cela montre que ce que Michel disait avant, l'importance c'est que les opinions publiques se mobilisent, on peut s'informer, on peut trouver toujours des sources, des sites. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut rien comprendre ou c'est très compliqué. Tous les conflits au monde sont compliqués, c'est par définition. Tous les contextes qui évoluent et dans lesquels il y a une guerre qui se métamorphose pendant 7-8 ans sont compliqués, mais on peut toujours les comprendre. Et même si on n'a pas tous les éléments, il y a la question principale, celle du droit international. C'est-à-dire, il y a des conventions de Genève, il y a des massacres, il y a un bombardement qui vise les hôpitaux, il y a des détenus qui sont torturés et assassinés. Ça, c'est suffisant pour prendre position éthique et suffisant pour refuser toute normalisation avec le régime. Après, on peut ne pas être d'accord avec les opposants et leur profil, on peut avoir peur même pour le futur de la Syrie après tout ce qui s'est passé. Oui, c'est évident. Mais il y a la source du mal, il y a la source de ce conflit, qui reste une famille au pouvoir depuis 48 ans. Je pense qu'il y avait 2 questions là-bas. En fait, ma question, merci d'avoir lancé tout ce tableau, mais ma question est celle-ci. C'est celle que je voulais poser en dernier. Avez-vous une idée de la fin effectivement de cette guerre et qu'est-ce qu'il faut faire?
Surtout. Oui. Oui, merci Zia pour la conférence. J'ai bien entendu les conseils pour l'opposition syrienne à être ferme, à être solide et tout ça. Sauf que les Syriens sur le terrain, on a vu une grande résistance à Alep et malheureusement c'est parti en fiasco. On a vu une très grande résistance à Ghouta et il y a eu même une résolution du Conseil des Nations Unies à l'unanimité pour arrêter les bombardements à Ghouta et ça n'a pas été appliqué. Et finalement, il y a eu un bombardement chimique et les gens étaient obligés de partir. On a vu après, dans l'attaque de Dara, que les gens se sont rendus parce que de toute façon, il n'y avait pas d'espoir de résister et ils voyaient comment ça s'était terminé par ailleurs. Est-ce qu'on va leur conseiller de négocier avec le régime? Quel espoir de négocier avec le régime? Est-ce qu'il peut y avoir des jours meilleurs pour eux? Est-ce que le régime est capable de créer des jours meilleurs comme par exemple les forces démocratiques syriennes en train d'essayer de faire actuellement? Est-ce que tu crois vraiment que le régime est capable d'arrêter la guerre? Est-ce qu'il vit vraiment de la guerre avec les différentes milices qu'il a actuellement, avec l'état de la vraie qu'il a actuellement à l'intérieur de la Syrie, ou cette guerre va continuer indéfiniment parce que le régime est là de toute façon? Merci. Bonsoir et merci de votre intervention. Moi, je voudrais vous poser une question par rapport au titre de la conférence, la Syrie et demain. Quel peut être le lien social demain en Syrie? Parce qu'on a parlé de la reconstruction matérielle, mais la reconstruction justement de la société, quelle peut-elle être? J'ai pu, moi, aller en Syrie en 2008, en 2009, et ce que j'ai vu, c'est que le lien social était déjà déliquescent. Comme vous dites, les gens se méfiaient les uns des autres, le régime instrumentalisé, le confessionnalisme, l'économie était déjà démantelée, privatisée au profit du cercle qui était autour de la famille Al-Assad. Et puis il y a la question sociale aussi. Par exemple, les premières manifestations à Daraa, comme vous dites, c'était les paysans pauvres qui se plaignaient du prix des matières premières, des subventions qu'ils ne recevaient pas, du traitement qu'ils recevaient de l'administration. Comme là, avec le changement démographique que vous évoquiez, l'absence de corps intermédiaire, comment le lien social peut revoir le jour en Syrie? Moi, je voulais juste ajouter quelques mots notamment sur la géostratégie, parce que récemment, donc au début du mois, on a pris un accord entre Israël, les Américains et les Russes sur la Syrie. Et comme on sait, les États-Unis se retirent un peu du Moyen-Orient. Quand ils se retirent, on sait que leur seul intérêt, c'est la défense et la sécurité d'Israël. Et apparemment, l'accord serait de garder Bachar el-Assad au pouvoir sous contrôle russe, à condition que la Russie limite l'influence de l'Iran. Donc la Syrie est demain. Est-ce que demain, dans la Syrie, ça ne va pas être aussi une guerre froide entre les alliés d'hier, entre l'Iran et la Russie, et si voilà, ça ne va pas donner aussi une marge de manœuvre au régime pour négocier l'alliance avec l'Iran contre la Russie, l'alliance avec la Russie contre l'Iran, et pour essayer d'avoir un peu de souveraineté, de marge de manœuvre. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais revenir justement sur tout ce qui était impunité. Vous avez pas mal parlé, crimes de guerre, etc. Je travaille pour une ONG qui s'appelle We Are Not Weapons of War. Nous ne sommes pas des armes de guerre, présidée par Céline Bardet. Et on travaille beaucoup, enfin, on travaille sur plein de pays, mais sur la Libye, beaucoup sur la Syrie en ce moment. Et justement, enfin, vraiment insister sur ce que vous dites, c'est très important de dire qu'il y a des choses en fait. On n'arrête pas d'entendre, ouais, on ne sait pas trop ce qui se passe. On sait carrément ce qui se passe en fait. Donc on a plein de documents, les dossiers César, etc. Et donc il y a beaucoup de choses de faites. Et pour donner un petit peu aussi un peu d'espoir sur tout ça, effectivement, c'est très difficile de saisir la CPI parce qu'elle est bloquée par tout le monde. Donc voilà, on ne travaille pas là-dessus. Ça ne sert pas à grand-chose effectivement, mais il faut contourner un peu tout ça. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, et ce qu'essayent de faire plein d'organismes, c'est d'un petit peu court-circuiter le système, notamment avec ce dont vous parliez, ce qu'on appelle la compétence universelle, qui est l'idée de, lorsqu'un criminel de n'importe quel pays est dans un territoire donné, admettons la France,
et ben, lorsqu'il se situe sur ce territoire, on peut ouvrir un dossier judiciaire sur cette personne. C'est un truc que personne ne connaît, c'est génial. Ça marche en Allemagne, comme vous l'expliquiez. Il y a Rifat al-Assad, qui est le frère de Hafez, qui est également poursuivi en Suisse par une ONG qui s'appelle Trial, etc. Donc il y a plein de choses. Et sur le viol, effectivement, on a beaucoup parlé du viol des femmes, que ce soit des checkpoints, par des sharia, par des muhabahat, etc. Aussi le viol d'hommes dans les centres de détention, qui est très peu connu. Quelque chose qu'il faut rappeler, beaucoup d'hommes sont violés en centre de détention. Juste ma question là-dessus, pardon de faire un petit peu tout ce speech, vous parliez en ce moment, effectivement, le régime sort de nombreux noms de détenus qui ont été assassinés sous la torture, etc. Est-ce que selon vous c'est stratégique? Pourquoi est-ce qu'il en parle maintenant? Pourquoi est-ce qu'il sort ces noms maintenant spécialement? Merci. Merci pour toutes ces questions. Je ne sais pas si j'ai vraiment des éléments de réponse par rapport au futur de la Syrie. Ça serait très prétentieux. Mais pour l'ami qui a posé la question derrière sur quelle fin de la guerre, alors la fin de la guerre, je ne la pense pas pour bientôt. Comme j'avais dit, le rapport de force s'est imposé, il est très difficile de le changer, mais cela ne veut pas dire que la guerre est finie. D'ailleurs, ce que vous avez évoqué par rapport aux nouveaux paramètres est assez clair. Il y a aujourd'hui une entente, c'est vrai, entre les Israéliens et les Américains à ce que l'Iran soit expulsé de la Syrie avec Hezbollah, sans pour autant évoquer la question de Assad, que Washington et Tel Aviv acceptent qu'il reste au pouvoir sous contrôle russe, mais la condition, comme vous avez dit, c'est que l'Iran soit expulsé. Sauf que les Iraniens ne vont pas se laisser faire. Ils ont des dizaines de milliers de combattants à leur ordre sur le terrain. C'est une illusion de penser aussi que Moscou va offrir ce cadeau rapidement aux Américains sans avoir en retour pas mal de choses et sans être sûr que tout se passe comme ils le souhaitent sur le terrain. Donc ça peut avec le temps mener à une divergence entre Moscou et Téhéran, mais tous les deux ont suffisamment de cartes pour ne pas perdre une rivalité ou un conflit pareil. Assad peut profiter de cela en jouant sur des contradictions, oui c'est vrai, parce que ça peut piéger et les Iraniens et les Russes, et il va essayer tantôt de se montrer plus proche des uns et tantôt des autres, mais ça va l'affaiblir aussi davantage parce qu'il sera à la merci de leur accord comme de leur désaccord. Donc il y a encore beaucoup de paramètres. Ce qui est sûr par ailleurs, c'est qu'il y a un pays détruit, pas seulement physiquement, mais également au niveau de sa société, avec quand même de ce qui reste de l'espoir, vu les expériences que cette société a vécues. Ça va être très difficile de reconstruire le tissu social syrien, c'est vrai, parce que ça nous mène encore une fois à la question de la justice, à la question de l'impunité, parce que sans justice, qu'elle prenne différentes formes, mais sans justice, sans réconciliation, à partir de cette justice-là, il y aura toujours des vengeances, il y aura toujours des déchirures, il y aura toujours des souffrances et des récits de victimisation. Donc on peut avoir un pays détruit socialement et physiquement pendant de longues décennies. Encore une fois, la justice, c'est la clé. Elle n'amènera pas la solution politique, mais au moins elle rendra plusieurs processus après possibles, que ce soit celui de la réconciliation sociale ou celui d'une véritable transition politique qui nous permettrait après de penser une Syrie fédérale ou décentralisée ou avec un système politique différent à la Suisse. Alors, je ne sais pas, on peut penser à plusieurs expériences, on peut penser à une nouvelle constitution, et les discussions aujourd'hui sur la nouvelle constitution, c'est-à-dire c'est une mascarade, c'est juste d'ajouter quelques clauses pour montrer qu'il va y avoir un peu plus de prérogatives au gouvernement, mais véritablement le système tel qu'il est conçu, tel qu'il fonctionne depuis les années 70, est un système que la famille Assad et ses proches contrôlent, des services de renseignement. Le seul service public, entre guillemets, qui n'a jamais cessé de fonctionner, c'est celui de l'administration carcérale, qui a continué avec une obsession
de numéroter les corps, de donner des nombres, des chiffres aux personnes arrêtées, avec des listes qui sont tout le temps mises à jour. Donc il y a une industrie de la mort et de la torture qui a continué à fonctionner. Jusqu'à maintenant, elle fonctionne. Ça montre que le régime, dans son noyau dur, est un régime de violence et de torture qui ne veut pas que la société syrienne trouve une réconciliation. Ça serait contre ses intérêts. Il veut la maintenir dans des divisions et des peurs et des inquiétudes et une volonté de vengeance pour se montrer toujours la seule garantie et pour dire aux uns que si je tombe, vous tombez avec moi. Il s'adresse notamment à la communauté alawite, pour dire aux autres que si vous vous soulevez, vous savez ce qu'est la réponse et le châtiment, et ça va se reproduire. Je suis impuni, le monde n'est jamais venu vous sauver, je peux même vous gazer, rien ne se passe, vous êtes violés et torturés, je peux m'en sortir. D'où, encore une fois, je reviens, pour moi, la clé pour le futur, c'est l'impunité. C'est en finir avec cette impunité-là. Sinon, on peut proposer plusieurs idées. Je pense que beaucoup d'opposants et beaucoup d'intellectuels syriens qui sont mieux placés que moi pensent au futur du pays. Il y a des idées sur l'économie, il y a des idées sur le système politique, mais tout cela ne verra pas le jour tant que ce régime-là est sur place, tant que les occupations demeurent en Syrie, et tant qu'il n'y a pas une volonté internationale à finir avec cette guerre. La guerre ne finira pas par les Syriens eux-mêmes, ils n'ont pas les moyens aujourd'hui. C'est une décision internationale, ce n'est pas le premier cas, il y a eu plusieurs cas dans la région où c'est le monde qui a décidé à un certain point d'en finir avec une guerre. Le cas du Liban, je suis libanais, je connais très bien cette guerre-là pendant 16 ans, il n'y avait aucune dynamique interne qui allait pousser vers la fin, sauf la fatigue des Libanais peut-être. Mais quand il y a une décision internationale de trouver des compromis, on peut trouver toujours des compromis, on peut les imposer, sauf que pour les imposer et pour en finir avec de prochaines guerres, il faut encore une fois un minimum de justice. Donc tout cela nous ramène à cette question de la justice et de l'impunité avec laquelle je souhaite terminer. Je suis d'accord, Marc, avec ce que tu dis par rapport à la difficulté, que ce soit à Dara ou dans la Ghouta ou à Alep et maintenant à Idlib peut-être, mais je dis par principe, même si mais ils ont perdu militairement de toute façon, c'est-à-dire face aux Russes et aux Iraniens, il n'y a pas moyen de gagner. C'est une question de résister peut-être. Et ça va finir par une défaite militaire si jamais il y a des opérations militaires. Mais ce qui est politiquement et éthiquement important, c'est que malgré cette défaite militaire-là, il ne faut pas reconnaître la légitimité de Assad. Je dis que pour l'opposition politique, elle n'a plus rien à négocier. C'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessité d'aller négocier quoi? Des postes ministériels dans un nouveau gouvernement sous Assad, avec l'hégémonie et l'occupation iranienne et russe. Négocier quoi? Il n'y a pas de la matière. Avant, il y avait, durant les premières rencontres à Genève, la question de la transition politique. Là, il y avait grand-chose à faire. Quelle transition, comment la faire, quelle constitution, quel système électoral, comment faire avec l'État, comment éviter les erreurs en Irak. Il y avait beaucoup de choses à discuter. Il y avait encore un rapport de force permettant tout cela. Maintenant que les Russes et les Iraniens ont gagné militairement, les négociations, c'est pour faire avaler leur victoire militaire politiquement. C'est pour capitaliser politiquement sur leur succès militaire. Ce qui veut dire que c'est se rendre sans pour autant obtenir autre chose. Donc la question c'est de refuser la légitimité d'Assad, de considérer que le pays est passé d'une phase à une autre. La phase actuelle, c'est une phase d'occupation, et donc de dire aux acteurs internationaux que c'est leur responsabilité de faire face à cette occupation-là. Nous, Syriens, on n'a plus rien à négocier avec les Russes et les Iraniens et le régime. On est bombardés de toute façon, et il y a eu des accords sur des zones de désescalade qui n'ont pas été respectés. Nos détenus meurent toujours en prison. Donc ils ont à demander la libération des détenus et à insister sur la question de l'impunité et la non-reconnaissance d'Assad.
À part ça, honnêtement, je ne trouve pas ce qu'ils ont à dire ou à faire à Moscou, ou à Sochi, ou à Astana, ou ailleurs, parce que le rapport de force, tout simplement, ne le permet pas. Les Russes, militairement, sont là. Si vous n'acceptez pas les conditions, on vous bombarde de nouveau, et on vous propose les mêmes conditions 3 mois plus tard, avec 10 000 morts de plus. Vous n'acceptez pas, on vous bombarde. Donc de toute façon, il va y avoir des bombardements ou une reddition totale. Donc, encore une fois, il n'y a plus de négociation possible. C'est ça que je voulais dire, que de refuser de normaliser et d'accepter Assad, et de ne plus négocier en considérant que le problème, de toute façon maintenant, est un problème d'occupation, est un problème international, et il n'est plus sous le contrôle des Syriens. Désolé si j'ai trop parlé, mais... pardon? Vous, oui, la dernière question. Oui, en fait, je voulais parler de la situation. De la situation qui est passée en Raqqa en 2004, quand il y avait 14 morts entre les Kurdes, qui était la Mukhabarat de Air Force qui l'a attaqué là-bas et qui l'ont mis en prison. Et ça aurait pu être un début d'une révolution, mais le problème qui a commencé avec les Arabes, donc peut-être on comprend bien que les Arabes ne sont pas soutenus les Kurdes et dans leur manifestation. Pardon? Vous parlez de 2004? Oui. Et que ça aurait pu être le cas de commencer une grande révolution à Raqqa de côté des Kurdes, mais qui n'était pas le cas. Donc qu'est-ce que vous en pensez de cette action-là? Et quand vous avez parlé dans votre exposé, vous avez parlé de la occupation turque. De quelle occupation parlez-vous? Et aussi... L'occupation turque? Oui. Oui. De quelle occupation on parle? De l'occupation turque? Ok, donc vous nous parlez de ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez, si vous parlez de l'occupation turque dans le terrain, comment vous considérez l'aide de la des Turcs quand l'armée libre a attaqué Afrin il n'y a même pas quelques mois? Donc ils ont attaqué le BKK, on est d'accord, qui est un parti terroriste, des mauvaises personnes. Pour moi, le BKK, c'est le cas parce que je suis kurde en fait. Oui. Donc, c'était ça aussi. Et en même temps, on revient un peu vers Raqqa. Vous avez dit que la majorité des Arabes qui ont aidé les Kurdes en Raqqa, c'était la majorité d'Arabes. En fait, je ne sais pas si... Non, je n'ai pas dit ça. Vous avez très mal compris tout ce que j'ai dit, mais de toute façon, je vous réponds très rapidement. 2004, pour les amis qui ne connaissent pas, en 2004, il y a eu un soulèvement kurde contre le régime, pas à Raqqa, mais ça a commencé après un match de football où certains avaient chanté l'honneur d'un criminel irakien contre une équipe kurde, et il y a eu un soulèvement, à savoir que les Kurdes syriens, il y a des centaines de milliers de Kurdes syriens qui n'avaient même pas la nationalité syrienne, qu'ils ont toujours subi... Non, aujourd'hui, on parle de 5 millions de Kurdes en Syrie, 2 millions d'Afrique. Ceux qui n'ont pas la nationalité syrienne sont des centaines de milliers, ne sont pas des millions. Mais les Kurdes ont subi en Syrie une discrimination pendant de longues décennies, vu l'idéologie du Baas, qui est un nationalisme arabe qui s'est fascisé avec le temps, notamment quand il a pris le pouvoir, et il n'a pas accordé aux Kurdes leurs droits culturels, comme leurs droits politiques, comme beaucoup de leurs droits. Il ne l'a pas accordé non plus à beaucoup de Syriens. Et il y a eu à plusieurs reprises des soulèvements kurdes contre le régime, notamment celui de 2004 suite à ce match de football, un soulèvement kurde qui s'est soldé par un massacre contre des activistes kurdes et la mort sous la torture d'un chef kurde également. Et il n'y a pas eu à ce moment-là un soulèvement général en Syrie. Ce n'était pas la première fois. Il y a eu aussi en 82 des situations pareilles. Il y avait à plusieurs reprises des situations Vous avez posé des questions, monsieur, qui étaient à moitié fausses au niveau du contenu et vous n'avez pas très bien compris ce que j'ai dit par rapport aux majorités arabes. Je n'ai pas parlé de majorités arabes qui ont aidé les Kurdes, loin de là. Donc il y a eu à plusieurs moments en Syrie des soulèvements contre le régime qui n'ont jamais été généralisés et qui n'ont jamais eu une participation par
tous les Syriens pour différentes raisons, y compris la peur, y compris la répression féroce, y compris les différences entre ville et village, c'est-à-dire la question urbaine-rurale, y compris la question sectaire, confessionnelle, ethnique dans certains cas, que le régime a toujours joué et utilisé. Donc 2004, c'était une des périodes importantes, mais qui n'a pas abouti à une généralisation de la révolution. 2011, comme j'ai dit, les Kurdes ont participé activement au début de la révolution, comme Meshli Hamouda, puis un de leurs chefs, Mesh'al Tamo, a été assassiné. Et avec la lutte armée, les choses ont commencé à changer, parce que pour les milices kurdes, ceux qui ont pris des armes issues du PKK, je ne suis pas dans les classifications du terrorisme, ça ne m'intéresse pas du tout. Chaque État a ses terroristes, et souvent la classification est politique beaucoup plus que juridique. Mais peu importe, la majorité des milices kurdes étaient issues du PKK, donc pour l'État turc, c'est un danger, ils sont des ennemis, et eux aussi ils considèrent l'État, elles aussi ces milices considèrent l'État turc comme ennemi. Ces milices-là n'ont pas combattu avec l'opposition contre le régime, ni avec le régime contre l'opposition au début, mais après ils se sont plus ou moins rapprochés du régime pour différentes raisons, notamment à Alep. Ils ont eu Daesh qui a attaqué Kobani et autres zones qu'ils contrôlaient, ils ont riposté, ils ont été courageux dans leur lutte contre Daesh, mais c'est surtout grâce à l'intervention américaine qu'ils ont pu repousser Daesh et puis en finir avec Daesh à Raqqa et Deir Zour, deux villes arabes que les milices kurdes occupent aujourd'hui. Et c'était surtout les combattants kurdes, avec une minorité, et non pas une majorité, comme vous avez très mal compris, une minorité d'Arabes qui combattaient avec eux. Maintenant, ils contrôlent une zone qui va au-delà du territoire kurde, au niveau de Jazira, au niveau de Deir Zour et de Raqqa, et ça crée des tensions avec les populations arabes locales. Par ailleurs, j'ai parlé d'une occupation militaire turque, donc c'est très clair, c'est une occupation militaire turque. Les Turcs sont rentrés à la fois pour repousser les Kurdes loin de la frontière turque, pour repousser Daesh loin de la frontière turque, et surtout pour ne pas permettre aux Kurdes syriens une continuité territoriale entre leurs trois zones de contrôle, Afrin, Kobani et la région de Hasakeh ou la région du côté de la frontière irako-turque. Donc ils sont rentrés, ils ont envahi Afrin et je pense que c'était une agression que évidemment je ne soutiens pas, et c'était terrible que des Syriens de l'armée syrienne participent à cette invasion turque contre Afrin. C'est pour ça que je la qualifie d'occupation. En même temps, c'est affreux que ces milices kurdes elles-mêmes ont participé au siège d'Alep-Est et ont contribué à la chute d'Alep-Est avec le régime et les Russes. Et aussi, c'est terrible qu'il y a eu des crimes de guerre à Raqqa et à Deir Zour quand Daesh a été chassé. Daesh, évidemment, une entité barbare qu'il fallait chasser de la Syrie, mais il y avait beaucoup de civils qui subissaient la barbarie de Daesh et qui ont été bombardés sans merci, que ce soit par les Américains et la coalition internationale, ou par les Russes, ou par les milices kurdes. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que tous les acteurs de la guerre en Syrie ont commis des crimes de guerre, mais au niveau du poids, au niveau de la statistique, au niveau de l'ampleur, il y a un seul acteur qui a commis beaucoup plus de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité que tous les autres acteurs réunis, c'est le régime syrien et ses alliés. Si je savais que j'étais seul aujourd'hui, j'aurais amené une présentation PowerPoint. Je devais être avec mes deux collègues, Basma et Bassel, qui n'ont pas pu venir. Je vous aurais montré statistiquement quel acteur a tué quelle proportion des victimes civiles, si vous voulez, en Syrie. On arrive entre les Russes, le régime, et les Iraniens à plus de 90%. 90% des victimes civiles sont tombées sous les bombes du régime et des Russes, et les 10% par les autres acteurs. Daesh, l'opposition, les milices kurdes, la coalition internationale. Donc, au niveau statistique, les choses sont incomparables. Au niveau de l'ampleur maintenant, il n'y a pas d'aviation chez les milices kurdes, ni chez les milices de l'opposition, ni chez Daesh. Donc, il y avait une seule aviation, celle du régime, qui bombardait et détruisait. Au niveau de l'infrastructure carcérale, le régime est de loin l'acteur qui a la plus grande infrastructure. Donc, c'est incomparable entre toutes les milices d'un côté et le régime de l'autre. Encore une fois, l'impunité ne doit
être offerte à aucun acteur. Mais puisqu'on parle de normalisation entre États, c'est l'État syrien actuel, c'est-à-dire ce régime actuel avec lequel on évoque la normalisation. Et c'est une normalisation avec un État criminel, un État fasciste, un État de barbarie, comme l'a qualifié Michel Seurat. Pour le reste, la justice doit faire son travail afin de tourner la page de l'impunité. Est-ce réaliste ce que je dis? Peut-être pas, prenant en considération le rapport de force actuel. Est-ce que cela est réaliste par rapport à notre futur commun? Je prétends que oui, parce que sans cela, ni le terrorisme va disparaître, ni les conflits vont disparaître, ni la déstabilisation de la région et du reste du monde va cesser, ni l'agressivité russe qui se développe de plus en plus depuis quelques années va cesser. Il est de notre intérêt de finir avec ce conflit, avec un minimum de justice, pour que les choses s'améliorent. Il n'y aura pas de solution pour tout, mais au moins une solution pour certains des problèmes qui nous inquiètent, nous, toutes et tous ici. Je vous remercie, et encore une fois, désolé d'avoir